Imaginez un instant que l'on retrouve, glissé entre les pages d'un vieux carnet de notes de Louis de Funès, un feuillet jauni, froissé au coin, portant en haut une simple mention griffonnée au crayon gras. Ne pas jeter, recette de maman. Ce document, dont certains proches, du moins on aime à l'imaginer, auraient murmuré l'existence sans jamais le montrer au grand public, un carnet qui semblerait renfermer bien plus que de simples instructions culinaires. Il racontait, à travers des listes d'ingrédients et des temps de cuisson maladroitement notés, toute une vie enfouie sous les sunlights des plateaux, toute une France disparue, que le plus grand comique du siècle portait dans le creux de sa poitrine comme un trésor jalousement gardé. On dit que ce carnet accompagnait Louis partout, dissimulé dans la doublure de sa mallette en cuir, ce même bagage qui l'emportait sur chaque tournage, de Paris à l'Espagne, des studios de Boulogne aux garrigues du Midi. Et pourtant, jamais un journaliste, jamais un biographe n'a eu accès à ces pages. Qu'y avait-il donc dans ce carnet qui méritait tant de discrétion? Qu'est-ce que ces recettes révèlent sur l'homme véritable, loin du personnage grimaçant et tonitruant que le monde entier adorait? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, pas à pas, plat après plat, comme si on s'asseyait à la table de famille de Louis de Funès pour la première fois. Parce que derrière le commissaire Juve, derrière le grand patron Germain, derrière tous ces personnages explosifs qui ont fait rire la France entière pendant plus de 30 ans, il y avait un homme simple, un homme qui aimait profondément les odeurs de la cuisine familiale, les saveurs rugueuses et généreuses de la gastronomie populaire française. Un homme pour qui manger n'était pas seulement se nourrir, c'était se souvenir. Se souvenir d'une mère qui récurait ses casseroles dans un appartement exigu de Saint-Mandé. Se souvenir d'un père austère qui devenait étrangement doux devant une blanquette de veau. Se souvenir d'une France d'avant la guerre, d'une France de marchés couverts et de boucheries-charcuteries, où les femmes achetaient le jarret de bœuf le vendredi soir pour qu'il mijote toute la nuit du samedi. Cette France-là, Louis de Funès ne l'a jamais quittée, même quand il est devenu la plus grande star comique du pays, même quand ses films battaient des records d'entrée que l'on n'imaginait pas possibles. Alors aujourd'hui, nous allons retracer ensemble les saveurs de toute une vie. Les plats qui ont bercé son enfance dans les quartiers ouvriers du Val-de-Marne. Les recettes qu'il préparait lui-même pour sa femme Jeanne et leurs enfants, dans cette intimité domestique que le public n'a presque jamais eu le droit de voir. Les festins partagés avec Bourvil, avec Yves Montand, avec Michel Audiard, dans des restaurants parisiens dont le souvenir fait encore battre le cœur de ceux qui y ont eu la chance de s'attabler. Et les petits secrets de la loge, ces encas discrets que Louis réclamait entre deux prises quand les caméras s'arrêtaient et que l'homme reprenait le dessus sur le personnage. Installez-vous confortablement. Cette histoire se mange lentement. Le pot-au-feu de la rue de Saint-Mandé. Voilà une expression qui aurait fait briller les yeux de Louis de Funès d'un éclat particulier. Cet éclat un peu mouillé que l'on reconnaît chez les hommes qui ont connu la pauvreté douce de l'enfance et qui n'ont jamais vraiment réussi à s'en éloigner tout à fait dans leur cœur. Car il faut d'abord comprendre d'où venait cet homme avant de comprendre ce qu'il mangeait. Et comprendre ce qu'il mangeait, c'est de comprendre qui il était vraiment. Louis Germain, David de Funès de Galarza, est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans ce département de la Seine qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui constituait alors l'une des ceintures laborieuses de Paris. Ce monde d'usines et d'ateliers, de cours pavés et de loyers modestes, où des milliers de familles tentaient de maintenir une certaine dignité face à la précarité quotidienne. Sa famille avait des origines espagnoles et portugaises par son père, Carlos de Funès, tailleur de profession, dont l'élégance naturelle contrastait parfois avec la rigueur des fins de mois. Sa mère, Léonore Soto Reguera, était une femme que tous ceux qui l'ont approchée décrivent comme une présence chaleureuse et déterminée. Une femme qui savait transformer la nécessité en vertu et l'économie en art de vivre. Et cet art de vivre passait, comme dans toutes les familles françaises de cette époque, par la cuisine. La famille s'était installée dans le quartier de Saint-Mandé, non loin du bois de Vincennes,
dans l'un de ces arrondissements de banlieue proches qui avaient alors leur propre identité, leur propre rituel, leur propre commerce de proximité où tout le monde se connaissait par le prénom. La mère de Louis faisait ses courses au marché du mercredi et du samedi, choisissant avec soin ce que ses moyens lui permettaient, et parmi tous les plats qu'elle cuisinait pour sa famille, un seul régnait en maître incontesté sur la table familiale: le pot-au-feu. Ce plat monumental de la cuisine populaire française, ce bouillon brûlant qui réchauffe d'abord les mains avant de réchauffer l'âme, était dans le foyer des De Funès bien plus qu'un simple repas. C'était un rituel hebdomadaire, presque une liturgie laïque, qui marquait le rythme des semaines et des saisons avec une régularité rassurante. Le pot-au-feu que préparait Léonore de Funès n'avait rien de sophistiqué, et c'était précisément sa grandeur. Elle utilisait ce que les bouchers d'alors appelaient les bons morceaux du pauvre: du paleron, du plat de côte, du jarret à l'eau, des os à moelle bien gras, dont la richesse se diffusait lentement dans le bouillon au fil des heures de cuisson. Elle y ajoutait les légumes du moment, carottes orangées épaisses comme le pouce, navets ronds et légèrement amers, poireaux dont le vert foncé tachait les doigts, céleri rave dont l'odeur envahissait tout l'appartement dès le milieu de l'après-midi. L'eau à moelle était presque sacrée dans cette cuisine. On le servait debout dans le bouillon, et chacun attendait son tour pour en extraire la substance onctueuse avec une petite cuillère, qu'on étalait ensuite sur un morceau de pain grillé frotté d'ail. Ce geste simple, ce geste de pauvreté royale, Louis de Funès ne l'ait jamais oublié. Des proches du comédien, qui ont eu le privilège de partager sa table à différentes époques de sa vie, rapportent que Louis évoquait parfois ce pot-au-feu maternel avec une émotion qui surprenait, venant d'un homme réputé pour sa réserve et sa pudeur dans les conversations personnelles. Il décrivait la couleur du bouillon, ce jaune orangé tirant vers l'ambre, légèrement voilé par la graisse en surface, avec la précision d'un peintre évoquant sa toile favorite. Il décrivait l'odeur qui descendait dans la cage d'escalier et s'insinuait sous les portes des voisins, cette odeur de fond de veau et d'herbe qui signalait à tout le quartier qu'on était samedi et que chez les De Funès, on mangeait bien ce soir-là. Et il décrivait surtout le moment du repas lui-même. La famille réunie, le silence relatif que ce plat imposait, parce qu'on avait faim et qu'on mangeait sérieusement, avec ce respect instinctif que les gens simples accordaient à la nourriture dans une époque où rien ne se gaspillait. Pour réaliser ce pot-au-feu qui aurait pu faire battre le cœur de Louis, voici ce qu'il vous faudra, dans la tradition de cette cuisine populaire des années 30 et 40. Il vous faut environ 1,5 kg de viande de bœuf variée, paleron, gîte, plat de côte, et 2 beaux os à moelle. Vous les plongez dans 5 litres d'eau froide et vous portez doucement à ébullition, en écumant soigneusement la mousse grisâtre qui remonte en surface pendant les premières 20 minutes. C'est l'étape que les cuisiniers amateurs négligent le plus souvent, et c'est pourtant elle qui détermine la limpidité et la finesse du bouillon final. Une fois l'écume disparue, vous ajoutez 3 carottes coupées en tronçons épais, 2 navets, 2 blancs de poireaux, une branche de céleri, un oignon piqué de 2 clous de girofle, un bouquet garni généreux, thym, laurier, persil, et une poignée de gros sel gris. Vous laissez frémir à couvert pendant au moins 3 heures, à feu très doux, sans jamais laisser bouillir franchement. La patience est l'ingrédient secret du pot-au-feu. On ne fait pas un pot-au-feu s'impatientant. Et pour l'os à moelle, vous le faites pocher séparément dans un peu de bouillon pendant 15 minutes, juste avant de servir. Vous dressez le tout dans une grande soupière fumante, avec des cornichons, de la moutarde de Dijon et du gros sel sur la table. Et vous mangez lentement, en silence, comme on mangeait dans la France d'avant. Ce plat, Louis de Funès le réclamait encore adulte, encore célèbre, encore riche. Lorsqu'on interrogeait discrètement sur ses goûts culinaires, il revenait invariablement à ses saveurs de l'enfance, avec une fidélité qui en disait long sur l'importance que ses souvenirs représentaient pour lui. Il y avait dans cette nostalgie
quelque chose de fondateur. Le pot-au-feu était la preuve que la vraie richesse ne se mesurait pas au prix des ingrédients, ni à la sophistication des techniques, mais à la présence autour de la table et à la chaleur de ceux qu'on aime. Une leçon que le futur roi de la comédie française avait apprise bien avant de découvrir les plateaux de cinéma. Mais justement, comment ce fils d'une famille modeste de banlieue parisienne, ce gamin qui grandissait dans l'ombre du bois de Vincennes pendant que la France basculait vers des années sombres, comment ce Louis-là allait-il traverser les décennies qui séparaient les casseroles de sa mère des studios de cinéma où il ferait un jour trembler de rire des millions de spectateurs? Et quel rôle allait jouer la nourriture dans cette longue traversée du désert dont peu de gens connaissent vraiment les détails? Pendant des années, l'image officielle de Louis de Funès a été celle d'une success story sans accroc, d'une ascension réjouissante, d'une comique géniale vers les sommets du box-office français. Et il est vrai que la trajectoire de cet homme est l'une des plus belles démonstrations de ténacité et de talent que le cinéma hexagonal ait jamais connu. Mais entre le gamin de Saint-Mandé et la star adulée par 20 millions de Français, il y a eu 20 ans de vaches maigres, 20 ans de petits rôles et de cachets dérisoires. 20 ans pendant lesquels Louis de Funès a appris à connaître la faim autrement que comme un souvenir de l'enfance. Comme une réalité quotidienne, pesante, humiliante parfois pour un homme qui avait épousé une femme qui l'aimait et qui voulait lui offrir une vie décente. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la relation très particulière que Louis de Funès entretenait avec le poulet rôti. Non pas le poulet rôti des brasseries parisiennes, non pas celui des grands restaurants où l'on vous l'apporte sur un présentoir d'argent avec une sauce à la crème et des truffes noires glissées sous la peau. Non. Le poulet rôti de Louis de Funès, c'était quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus tendre. C'était le plat qu'il cuisinait lui-même, le dimanche, pour Jeanne et leurs enfants, dans la cuisine de leur appartement parisien, quand les finances permettaient cette relative générosité d'un beau poulet fermier acheté chez le volailler de quartier. Jeanne Barthélemy, que Louis avait épousée en 1943 et qui resterait à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie, était la colonne vertébrale silencieuse de cette existence d'artiste précaire. Elle croyait en son mari avec une constance que beaucoup de femmes n'auraient pas maintenue face aux refus répétés, aux petits cachets, aux années de pianiste de bar et de comédien de second plan. Jeanne gérait le foyer avec la même intelligence économique que la mère de Louis avait exercée dans l'appartement de Saint-Mandé. Elle savait faire rendre à chaque franc son maximum de confort et de dignité. Et lorsque Louis décidait de prendre les rênes de la cuisine le dimanche, ce qui n'était pas si rare, car il aimait cuisiner avec une application presque maniaque qui rappelait sa façon de jouer, c'était toujours ce poulet rôti qu'il choisissait. La technique de Louis pour son poulet rôti aux pommes de terre était simple mais irréprochable, rodée au fil des années avec cette précision d'horloger qu'il apportait à tout ce qu'il faisait. Il commençait par frotter généreusement la volaille de beurre mou, du beurre de bonne qualité, jamais de margarine, mélangé à de l'ail écrasé, du thym frais et du sel. Il glissait sous la peau du poitrail, avec une délicatesse que n'aurait pas renié un chirurgien, quelques noisettes supplémentaires de beurre aillé. Les pommes de terre. Des pommes de terre à chair ferme, coupées en quartiers épais, étaient disposées dans le plat tout autour du poulet, enduites de la graisse qui commençait déjà à suinter de la volaille, saupoudrée de fleurs de sel et d'un peu de romarin. Le tout partait dans un four préchauffé à température vive, et pendant l'heure et quart que durait la cuisson, Louis arrosait méthodiquement sa volaille avec le jus de cuisson toutes les 20 minutes, avec un soin presque paternel. Les enfants, Patrick et Olivier, qui ont évoqué par la suite ces dimanches matins de leur enfance, gardent de ces moments une image lumineuse et précise. Leur père en tablier dans la cuisine, concentré et sérieux comme s'il préparait un film, l'odeur du poulet qui commençait à envahir l'appartement en même temps que le soleil de fin de matinée entrait par les fenêtres, et Jeanne qui mettait la table avec ce soin particulier qu'elle réservait aux repas dominicaux. C'était une image d'une vie normale, d'une vie comme des milliers d'autres familles françaises en vivaient le dimanche,
Sauf que cet homme concentré devant son poulet allait devenir quelques années plus tard le visage le plus reconnaissable de tout le cinéma français. Pour que vous puissiez retrouver ces saveurs dominicales qui régnaient dans la cuisine de Louis de Funès, voici comment préparer ce poulet rôti tel qu'on l'imagine entre ses mains patientes. Vous prenez un beau poulet fermier d'environ 1,5 kg. La qualité de la volaille est absolument déterminante, car rien ne peut compenser un mauvais poulet. Vous préparez votre beurre d'ail en mélangeant 50 g de beurre ramolli avec 3 gousses d'ail finement émincées, du thym effeuillé, du sel et du poivre noir fraîchement moulu. Vous frottez généreusement l'extérieur du poulet avec ce beurre aromatique, vous en glissez sous la peau délicatement, vous en mettez un peu dans la cavité avec un brin de thym et une demi-tête d'ail coupée en deux. Autour du poulet dans le plat, vous disposez 800 g de pommes de terre à chair ferme coupées en quartiers que vous enrobez dans la graisse du plat avec une pincée de romarin frais. Enfournez à 200 degrés pendant 1h20 en arrosant régulièrement. La peau doit être d'un brun doré profond, presque laqué, et en frappant la cuisse avec une cuillère en bois, le jus qui en sort doit être parfaitement clair. Laissez reposer 10 minutes avant de découper pour que les sucs se redistribuent. Servez avec une simple salade verte assaisonnée à l'huile d'olive et au vinaigre de vin. Ce plat ne demande rien d'autre, et c'est sa force. Mais ces années de poulet rôti dominical et d'économie serrée n'allaient pas durer indéfiniment. Quelque part dans les années 50, quelque chose allait basculer dans la carrière de Louis de Funès. Une rencontre, une opportunité, un rôle, qui allait propulser ce pianiste de bar et comédien de troisième plan vers une célébrité que personne, pas même Louis lui-même, n'avait véritablement anticipée. Et avec cette célébrité allait venir quelque chose que les années de vache maigre avaient rendu presque impensable. La possibilité de manger vraiment bien, de découvrir des saveurs que le budget familial des années 40 ne permettait pas d'approcher. La première fois que Louis de Funès a goûté à la cuisine d'un grand restaurant, la première fois qu'il a découvert ce que certains ingrédients pouvaient faire à votre palais quand on les travaille avec talent et avec des matières premières d'exception, la réponse allait surprendre tout le monde, à commencer par Louis lui-même. Il y a dans la vie de Louis de Funès une période charnière que l'on n'évoque peut-être pas assez souvent. Une période qui se situe entre les années de misère et les années de gloire, dans cet entre-deux incertain des années 50, où le comédien commençait à accumuler des petits rôles qui lui permettaient de se faire un nom sans que la grande consécration ne soit encore au rendez-vous. C'est pendant cette période de transition que le rapport de Louis à la nourriture a connu sa première transformation significative. Non pas une transformation qui l'aurait éloigné de ses racines populaires, mais une transformation qui allait lui permettre de comprendre que la cuisine, toutes les cuisines, depuis la plus humble jusqu'à la plus raffinée, partagent un même secret fondamental. Ce secret, c'est celui de la transmission. Et nul n'avait mieux incarné ce principe dans l'entourage familial de Louis que son père Carlos, ce tailleur élégant d'origine espagnole, dont la sévérité apparente dissimulait une sensibilité que peu de gens avaient eu la chance de percevoir. Carlos de Funès aimait la bonne chère, avec une discrétion qui contrastait avec sa réputation d'homme froid et distant. Il y avait un plat, cependant, devant lequel cet homme se transformait, devant lequel les défenses tombaient et la conversation s'animait: la blanquette de veau. Ce plat classique de la cuisine bourgeoise française, ou plutôt de la cuisine populaire française qui aspirait à la bourgeoisie, nuance importante, Carlos en avait appris la recette de sa propre mère, et il la perpétuait avec une fidélité presque rituelle chaque dimanche d'hiver. La blanquette de veau chez les de Funès, c'était un plat de dimanche, un plat de repos, un plat qui demandait du temps et de l'attention, mais qui récompensait généreusement celui qui lui accordait cette patience. Carlos choisissait son veau chez le boucher avec une attention presque cérémonieuse. Il voulait de l'épaule et du collier, les morceaux les plus goûteux, ceux qui donnent au bouillon cette richesse crémeuse caractéristique. Il faisait blanchir la viande dans une première eau bouillante, jetait cette eau, recommençait avec de l'eau froide, à laquelle il ajoutait bouquet garni, oignons cloutés et légumes. La cuisson était lente, très lente, presque 2 heures à petit feu, jusqu'à ce que la viande devienne si tendre
qu'elle se défaisait au simple contact de la fourchette. La sauce blanche finale. Liaison au jaune d'œuf et à la crème fraîche, légèrement acidulée avec quelques gouttes de jus de citron, était pour Carlos une question d'honneur. Elle devait être ivoire et soyeuse, ni trop épaisse, ni trop liquide, assez onctueuse pour napper généreusement la viande sans jamais l'écraser. Louis, enfant, observait son père avec une attention mêlée de stupéfaction devant cette transformation. L'homme sévère, l'homme au silence lourd, devenait devant ces casseroles quelqu'un de presque ludique, quelqu'un qui goûtait, rectifiait, ajoutait une pincée de noix de muscade avec la précision d'un chimiste. Et cette image, le père transfiguré par la cotte de cuisiner, s'est gravée dans la mémoire du jeune Louis avec une profondeur que même les décennies n'ont pas effacée. Bien des années après, devenu une star nationale, Louis de Funès continuait à associer la blanquette de veau à ce sentiment particulier. Que la cuisine est un des rares espaces où les êtres humains se montrent tels qu'ils sont vraiment, sans les armures que la vie sociale leur impose. Pour retrouver cette blanquette de veau des dimanches familiaux des de Funès, il vous faudra environ 1 kg, 200 g de veau à blanquette, mélange d'épaules et de colliers, coupés en morceaux réguliers. Vous commencez par les blanchir 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante salée, vous égouttez et rincez soigneusement chaque morceau sous l'eau froide. Ne sautez pas cette étape, c'est elle qui garantit la blancheur et la pureté du plat final. Remettez la viande dans la casserole propre, couvrez d'eau froide, portez à ébullition en écumant avec soin, puis ajoutez un bouquet garni, un oignon piqué d'un clou de girofle, 2 carottes, du sel et du poivre en grains. Laissez cuire à feu très doux pendant 1h30. Préparez séparément vos champignons de Paris émincés que vous faites revenir au beurre avec un filet de citron et vos petits oignons grelots glacés à blanc dans du beurre avec une pincée de sucre. Dans une casserole à part, faites fondre 50 g de beurre, ajoutez 50 g de farine, cuisez le roux blanc 2 minutes, puis délayez progressivement avec 600 ml du bouillon de cuisson passé. Liez hors du feu avec 2 jaunes d'œufs mélangés à 100 ml de crème fraîche épaisse, rectifiez l'assaisonnement avec sel, poivre blanc et noix de muscade, ajoutez quelques gouttes de jus de citron. Versez cette sauce veloutée sur la viande et les légumes, réchauffez doucement sans jamais faire bouillir, et servez avec du riz blanc cuit à l'étuvée. C'est un plat qui pardonne à celui qui prend son temps et qui punit impitoyablement celui qui se précipite. Voilà donc les 3 piliers fondateurs de la cuisine de Louis de Funès. Le pot-au-feu maternel comme mémoire de l'enfance et du quartier populaire, le poulet rôti dominical comme expression de la tendresse familiale dans les années de construction, la blanquette de veau paternelle comme transmission silencieuse d'une certaine idée du soin et de la précision. Ces 3 plats forment une trinité affective qui éclaire ce que l'homme était vraiment, sous les grimaces et les éclats de voix qui ont fait la fortune du cinéma comique français. Mais cette histoire ne fait que commencer. Car comment Louis de Funès allait-il réconcilier ses goûts de l'enfance populaire avec la vie fastueuse qui l'attendait après que le succès eût tout changé? Ce que la gloire allait faire à cet homme simple, ce que le succès allait changer dans son rapport au plaisir de manger, c'était une histoire que Jeanne seule, peut-être, connaissait dans tous ses détails. Il existe une croyance tenace parmi ceux qui ont travaillé de près avec Louis de Funès, une croyance que l'on transmet à voix basse dans les couloirs des studios de cinéma, comme on se passe un secret de famille dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit entièrement vrai, mais dont on n'oserait pas nier l'existence. Louis avait un porte-bonheur culinaire. Non pas un objet, non pas un fétiche, mais un plat. Un plat précis, préparé d'une façon précise, que Jeanne devait avoir préparé et qui devait l'attendre à la maison pour que le tournage du lendemain se passe bien. Selon certains témoignages recueillis par des journalistes proches du milieu du cinéma français de l'époque, les jours où ce plat n'était pas au rendez-vous, pour une raison ou pour une autre, parce que Jeanne était fatiguée, parce que les enfants étaient malades, parce que les courses n'avaient pas pu être faites, Louis arrivait sur le plateau avec une sorte de fébrilité particulière, une agitation qui différait de son habituelle énergie créatrice
et qui inquiétait parfois le réalisateur. Et le plat en question, celui qui avait ce pouvoir apaisant sur cet homme électrique, c'était le gratin dauphinois, que Jeanne préparait avec une régularité et une perfection qui forçaient l'admiration de quiconque avait eu la chance d'y goûter. Était-ce vraiment une superstition, un rituel magique auquel Louis croyait sincèrement, ou simplement le besoin viscéral d'un homme perpétuellement sursollicité de retrouver chaque soir le même signal sensoriel rassurant, la même odeur de crème chauffée et de pommes de terre gratinées qui lui disait « Tu es chez toi, tu es en sécurité, tu peux te reposer ». Nous ne le saurons jamais vraiment. Mais la question mérite d'être posée. Quel pouvoir peut-il bien avoir, un simple gratin, pour tenir un homme aussi complexe que Louis de Funès, ancré dans sa propre vie? Pour comprendre ce que le gratin dauphinois de Jeanne représentait dans l'univers domestique des de Funès, il faut d'abord comprendre ce qu'était la vie quotidienne de Louis pendant les années de grand succès, ces années 60 et 70, où les films s'enchaînaient à un rythme que peu de comédiens auraient pu soutenir. Les tournages démarraient tôt le matin et se prolongeaient souvent tard dans la soirée, dans une ambiance de travail intense où Louis donnait littéralement tout ce qu'il avait. Chaque prise, chaque réplique, chaque grimace était l'objet d'une concentration et d'une exigence qui épuisaient les équipes autour de lui. Il ne ménageait personne, mais il ne se ménageait pas davantage. Les réalisateurs avec lesquels il a travaillé témoignent unanimement de cette capacité extraordinaire à maintenir une présence et une précision dramatique pendant des heures, à recommencer inlassablement jusqu'à ce que la scène atteigne l'exactitude qu'il avait en tête. Et lorsque les caméras s'arrêtaient enfin et que la journée se terminait, il rentrait chez lui lessivé, vidé, avec cette fatigue particulière des gens qui donnent trop, d'eux-mêmes dans leur travail. C'est dans ce contexte de fatigue profonde et d'exigence permanente que le gratin de Jeanne prenait tout son sens. Elle avait compris très tôt que son mari avait besoin, au retour des plateaux, de quelque chose qui soit à l'opposé exact du travail de comédien. Quelque chose de stable, de chaud, de prévisible dans le bon sens du terme. Quelque chose qui ne demande aucun effort, aucune interprétation, aucune performance. Le gratin dauphinois répondait parfaitement à cette exigence. C'était un plat qui existait depuis longtemps, qui avait ses règles, sa texture reconnaissable, ses saveurs immuables. Un plat qui ne surprenait pas, mais qui réconfortait avec une générosité sans arrière-pensée. Jeanne le préparait selon la méthode traditionnelle du Dauphiné, sans fromage, contrairement à ce que font beaucoup de cuisiniers pressés, car le vrai gratin dauphinois n'a pas de fromage. Il n'en a pas besoin. Avec uniquement des pommes de terre finement tranchées, de la crème fraîche entière, de l'ail, du sel, du poivre et une généreuse pincée de noix de muscade fraîchement râpée. Elle commençait toujours par frotter le plat à gratin avec une gousse d'ail coupée en deux, en pressant fort pour que le jus imprègne bien la terre cuite du plat. Elle disposait ensuite ses tranches de pommes de terre, jamais lavées après découpe, pour conserver l'amidon qui donne au gratin sa consistance crémeuse caractéristique, en couches superposées qu'elle assaisonnait entre chaque niveau avec sel, poivre blanc et noix de muscade. La crème fraîche entière était chauffée séparément avec une gousse d'ail écrasée jusqu'à frémissement, puis versée sur les pommes de terre jusqu'à les recouvrir presque entièrement. Le plat partait dans un four doux, à 160 degrés, pour une cuisson lente de presque 2 heures, pendant lesquelles la crème s'infusait entre les couches de pommes de terre, s'y mêlait, on était absorbé, se transformait en cette sauce onctueuse et légèrement nacrée qui fait toute la différence entre un bon gratin et un gratin inoubliable. La surface devait être d'un brun doré uniforme, légèrement croustillante, cachant dessous cette tendresse crémeuse que l'on ne découvrait qu'en plongeant la cuillère de service. Voici comment réussir ce gratin dauphinois, tel que Jeanne de Funès l'aurait préparé pour son Louis, rentré d'une longue journée de tournage. Prenez 1 kg, 200 g de pommes de terre à chair ferme, que vous épluchez et tranchez à la mandoline en rondelles de 2 mm d'épaisseur. Ne les lavez jamais après découpe. L'amidon est votre allié.
Frottez généreusement votre plat à gratin de beurre puis d'ail. Dans une casserole, chauffez 500 ml de crème fraîche entière avec 2 gousses d'ail écrasées, une cuillerée à café de sel fin, du poivre blanc fraîchement moulu et une bonne pincée de noix de muscade râpée jusqu'à ce que le mélange frémisse doucement. Ne faites pas bouillir. Disposez vos rondelles de pommes de terre en couches dans le plat, en assaisonnant légèrement entre chaque couche, puis versez la crème chaude par-dessus jusqu'à affleurer la dernière couche. Enfournez à 160 degrés pendant 1h45 à 2h, sans couvrir. La patience est, ici encore, l'ingrédient fondamental. Laissez reposer 10 minutes hors du four avant de servir directement dans le plat de cuisson. Un gratin dauphinois ne se dresse pas, ne se décore pas, ne se prétend pas à autre chose que ce qu'il est. Le bonheur simple dans un plat. Mais justement, ce bonheur simple qui régnait dans la cuisine des De Funès le soir, cette douceur domestique que Jeanne cultivait avec une intelligence et un amour que les photographes et les journalistes n'ont presque jamais eu accès à filmer, tout cela coexistait avec une autre réalité. Une réalité que Louis connaissait bien et qu'il aimait également à sa façon. La camaraderie des plateaux, les dîners entre collègues après une journée de tournage, ces moments où les acteurs retrouvaient leur humanité partagée autour d'une table. Et dans ces moments-là, c'était une toute autre dimension de la gastronomie française qui s'ouvrait à Louis de Funès. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez mangé un plat préparé par un ami plutôt que par un restaurant ou votre propre famille? Ce quelque chose d'irremplaçable dans la nourriture que l'amitié transforme. Il y a une photographie que beaucoup d'amateurs de cinéma français des années 60 ont en tête sans forcément savoir qu'ils l'ont en tête. 2 hommes qui rient. 2 hommes dont les visages sont aussi différents que possible et dont le rire semble pourtant parfaitement accordé, comme 2 instruments dans un même orchestre. L'une est grand, longiligne, avec ce visage de Normand mélancolique et cette bouche qui sait sourire avec une infinie douceur. L'autre est petit, nerveux, avec ses yeux qui bougent en permanence et cette mâchoire qui semble prête à lancer une nouvelle réplique à la milliseconde où la précédente aura fini de résonner. André Rimbourg, dit Bourvil, et Louis de Funès. Si leur amitié a traversé les années avec une solidité et une chaleur qui ont impressionné tout le milieu du cinéma, c'est peut-être parce qu'elle reposait sur quelque chose d'aussi concret et d'aussi inattaquable que les fondations d'une maison. Ils aimaient tous les deux manger, ils aimaient tous les deux les bons produits simples, et ils aimaient tous les deux partager leur table sans chichi ni cérémonie. Or, voici ce que peu de gens savent, et c'est peut-être là que réside la clé de quelque chose d'important. Dans l'entourage de ces 2 comédiens, on raconte, et ceux qui en étaient témoins n'étaient jamais bien nombreux, qu'il existait un rituel qui se répétait après certaines grandes journées de tournage commun, un rituel préservé dans la mémoire de quelques proches comme un secret précieux. Bourvil, qui avait grandi en Normandie et avait gardé de cette enfance rurale un rapport direct et gourmand à la cuisine de terroir, préparait lui-même un cassoulet lorsque le tournage atteignait certaines étapes particulièrement exigeantes. Les scènes les plus physiques, les jours où toute l'équipe avait été poussée à ses limites. Il ne le préparait pas sur place, bien sûr, mais il le faisait préparer par une personne de confiance et le faisait apporter sur le lieu de tournage ou à l'hôtel selon les circonstances. Ce cassoulet préparé selon les traditions du Sud-Ouest, avec ses haricots blancs fondants, sa cuisse de canard confite, sa saucisse de Toulouse et sa couenne de porc, représentait pour Bourvil le même type de signal affectif que le gratin de Jeanne représentait pour Louis. C'était la preuve que l'on était entouré de gens bienveillants, que le travail avait été bien fait, que l'on pouvait maintenant se lâcher et rire ensemble autour d'une table. Louis de Funès adorait ce cassoulet. Il l'aimait avec une franchise et un enthousiasme qui ravissaient Bourvil, parce que Louis n'était pas du genre à feindre un plaisir qu'il n'éprouvait pas, et il n'était pas davantage du genre à dissimuler un plaisir qu'il éprouvait vraiment. Lorsque le cassoulet de Bourvil arrivait sur la table, un changement s'opérait chez Louis. La vigilance se relâchait, les épaules descendaient de quelques millimètres, et une conversation vraie, chaleureuse, souvent hilarante, pouvait commencer. Ces dîners informels entre les 2 comédiens et quelques autres membres de l'équipe que Bourvil invitait selon les affinités du moment
sont restés dans les mémoires de tous ceux qui y ont participé comme des moments d'une qualité rare, où deux artistes au sommet de leur art se retrouvaient simplement, deux hommes ordinaires qui mangeaient ensemble. Le cassoulet que Bourvil faisait préparer suivait les grands principes de la tradition toulousaine, cette tradition qui exige d'abord de respecter chaque composant dans sa singularité avant de les réunir dans le mariage final. Les haricots blancs lingots, trempés toute une nuit dans l'eau froide, étaient d'abord cuits séparément dans un bouillon parfumé de thym, de laurier et d'ail, jusqu'à ce qu'ils soient tendres, mais encore fermes, gardant leur tenue sans se défaire. La cuisse de canard confite, préparée selon les méthodes du Périgord ou du Gers, salée à sec pendant 24 heures, puis cuite lentement dans sa propre graisse à température très douce, était la pièce maîtresse du plat, celle dont la richesse et la tendresse contrastaient merveilleusement avec la douceur farineuse des haricots. La saucisse de Toulouse, épaisse et généreuse, était dorée séparément dans un peu de graisse de canard avant d'être intégrée à l'ensemble. Et Louis, disait-on, fermait les yeux à ce moment précis de la préparation, rien que pour l'odeur. La couenne de porc, enfin, gélatineuse et fondante, apportait ce lien presque invisible qui unifie toutes les textures du plat en une seule conversation cohérente. Pour préparer ce cassoulet dans la tradition qui aurait pu réjouir Louis de Funès autour d'une table partagée avec Bourvil, voici les étapes essentielles. Faites tremper 500 g de haricots blancs lingots dans de l'eau froide pendant au moins 12 heures, puis cuisez-les dans un nouveau bouillon parfumé avec un oignon, une carotte, un bouquet garni et 3 gousses d'ail pendant environ 50 minutes à feu doux. Ils doivent être tendres, mais pas défaits. Dans une grande poêle, dorez 2 saucisses de Toulouse, coupées en tronçons épais dans un peu de graisse de canard. Réservez. Faites de même avec 2 cuisses de canard confites, en les réchauffant côté peau pour les faire croustiller, puis découpez-les en morceaux. Dans une grande cocotte en terre ou en fonte, disposez en couches alternées les haricots, les viandes, quelques morceaux de couenne et des tranches de lard de poitrine. Arrosez avec un bouillon corsé de tomates concassées, d'ail, de thym et de romarin, jusqu'à couvrir presque entièrement. Cuisez à four moyen, à 160 degrés, pendant au moins 2 heures, en brisant à la cuillère la croûte qui se forme en surface toutes les 30 minutes et en l'enfouissant dans le plat. On dit traditionnellement qu'il faut briser la croûte 7 fois. La dernière demi-heure se fait sans intervention. Laissez la croûte finale se former et dorer, brun profond et légèrement croustillante. Ce plat se mange en silence pendant les premières minutes, parce qu'il est trop bon pour qu'on lui consacre autre chose que toute son attention. Ces soirées de cassoulet avec Bourvil ont forgé entre les deux hommes quelque chose qui dépassait la simple camaraderie professionnelle. Quelque chose qui tenait davantage de la complicité fraternelle. Ce lien entre personnes qui se connaissent assez bien pour se montrer sans armure. Bourvil était l'un des rares êtres aux côtés desquels Louis de Funès pouvait rire sans arrière-pensée, manger sans s'observer, parler sans calculer ses mots. Et c'est peut-être pourquoi la perte de cet ami, qui nous a quittés au mois de septembre 1970, laissant Louis inconsolable selon tous ceux qui l'ont approché dans les semaines qui ont suivi, a laissé dans la vie du comédien un vide que rien n'a jamais comblé tout à fait. Chaque fois que Louis mangeait ensuite un cassoulet, quelle que soit sa qualité, quelque chose manquait. La présence en face de lui de cet homme dont le visage normand et le rire généreux avaient été pendant des années le meilleur des condiments. Est-ce que vous aussi, vous associez certains plats à des visages qui vous manquent? À des gens dont la présence seule rendait le repas parfait, et dont l'absence transforme ces mêmes saveurs en quelque chose d'un peu mélancolique? Parmi tous les lieux que Louis de Funès a fréquentés pendant sa vie à Paris, parmi tous les restaurants et les brasseries, les cantines de studio et les tables de famille, il en est un dont le nom revenait dans ses conversations avec une insistance presque rituelle. Un lieu dont l'évocation faisait monter sur son visage une expression de plaisir anticipé qui ressemblait beaucoup à la même expression que les caméras avaient capturée 1000 fois dans ses films. Ce n'était pas la grimace comique, ce n'était pas l'indignation jouée, c'était quelque chose de plus nu, de plus direct,
le visage d'un homme qui pense à quelque chose qu'il aime vraiment. Ce restaurant, c'était chez l'ami Louis, rue du Verbois, dans le 3e arrondissement de Paris. Or, ce que beaucoup de clientes de l'ami Louis ignoraient, et ce que certains habitués du restaurant découvraient parfois avec surprise, c'est ce qu'il existait dans ce cercle d'initiés qui fréquentaient régulièrement cet établissement, une sorte de code non écrit, un ensemble de règles implicites qui régissaient qui mangeait où, comment on réservait sans réserver, et quelles étaient les tables que certains habitués considéraient comme les leurs par droit d'ancienneté et d'assiduité. Louis de Funès faisait partie de ces habitués dont la fidélité avait acquis au fil des années quelque chose qui ressemblait à un statut particulier. On disait, et les habitués du milieu se le chuchotaient entre eux, qu'un petit groupe d'habitués, acteurs, réalisateurs, hommes de lettres, quelques personnalités du monde des affaires cultivées, formait autour de certains restaurants parisiens une communauté invisible dont les membres se reconnaissaient sans se le dire. Chez l'ami Louis était l'un de ces lieux de convergence où ces personnalités se retrouvaient sans se l'être véritablement fixées, dans une complicité tacite que le patron et ses serveurs facilitaient avec un doigté discret. Ce que Louis adorait dans ce restaurant tenait à une alchimie particulière que peu d'établissements arrivent à créer et que presque aucun ne parvient à maintenir sur la durée. L'ami Louis était un endroit où l'on mangeait franchement bien, dans un cadre qui ne cherchait pas à vous impressionner. La salle avait ce caractère un peu daté, ses banquettes en moleskine usées, ses murs qui avaient absorbé des décennies de fumée de cigarettes et d'odeurs de cuisine, ces tables serrées qui vous mettaient involontairement dans la confidence de vos voisins. Tout cela créait une atmosphère de franchise, presque de décontraction, qui démentait le prix des assiettes et la réputation de l'établissement. Ici, les célébrités mangeaient côte à côte avec des anonymes, sans que personne n'en fasse un événement particulier. Et la cuisine était à l'image de la salle, directe, généreuse, sans prétention inutile, mais d'une qualité rigoureuse. Le plat fétiche de Louis chez l'ami Louis était la volaille rôtie à l'ail, un cousin glorieux de son poulet dominical maison, mais poussé à un niveau de perfection que seul un professionnel travaillant avec des produits d'exception peut atteindre. Le patron utilisait des volailles sélectionnées avec un soin jaloux, des bêtes qui avaient véritablement vécu, dont la chair avait cette densité et cette saveur que les volailles d'élevage intensif ne peuvent pas reproduire. La cuisson à la broche, sur feu vif puis à feu modéré, permettait à la peau de devenir d'une croustillance presque cristalline, tout en laissant la chair intérieure d'une tendresse et d'une moelleux qui faisaient tomber silencieux les plus bavards des convives dès la première bouchée. L'ail, des têtes entières rôties aux côtés de la volaille jusqu'à devenir confites, douces, presque sucrées, apportait cette rondeur généreuse qui transformait le jus de cuisson en quelque chose entre la sauce et l'élixir. Louis mangeait cette volaille avec une application qui amusait ceux qui le regardaient. Lui qui, sur scène et à l'écran, était l'incarnation même de l'agitation et de l'explosion. À table, devant ce plat, il devenait quelqu'un d'autre, concentré, méthodique, presque grave dans son plaisir, décortiquant chaque morceau avec une précision chirurgicale pour ne perdre aucune parcelle. Il aimait particulièrement l'ail confit, qu'il pressait directement sur sa tranche de pain de campagne avec le pouce, dans un geste de paysan authentique qui contrastait avec le décorum du restaurant. Il buvait avec cela un Bourgogne rouge choisi avec soin, un vin de bonne année qu'il traitait avec le même respect attentif qu'il accordait à sa nourriture. Pour rendre hommage à cette volaille rôtie à l'ail qui faisait le bonheur de Louis rue du Verbois, voici une version que vous pouvez réaliser chez vous avec un minimum de matériel, mais un maximum de soin dans le choix des produits. Procurez-vous la plus belle volaille que votre marché puisse vous offrir. Un poulet fermier label rouge, ou, si vous pouvez vous le permettre, un poulet de Bresse ou un chapon en saison. Préparez 2 têtes d'ail entières en coupant juste le chapeau supérieur pour exposer les gousses
arrosez-les d'un filet d'huile d'olive et enveloppez-les dans du papier aluminium. Frottez la volaille avec un mélange de beurre, de sel de Guérande, de thym frais et d'un peu de zeste de citron. Placez une tête d'ail dans la cavité de la volaille. Disposez l'autre à côté dans le plat. Faites rôtir à four très chaud, 220 degrés, pendant les 20 premières minutes pour saisir la peau, puis baissez à 180 degrés et poursuivez la cuisson en arrosant régulièrement, en comptant environ 25 minutes par 500 grammes. En fin de cuisson, pressez les gousses d'ail confites hors de leur peau dans le jus de cuisson, mélangez sur feu moyen pour créer une sauce rustique d'une profondeur aromatique extraordinaire. Servez avec du pain de campagne grillé et un verre de rouge qui a du caractère. Ce plat ne demande pas de technique extraordinaire, il demande seulement le respect des bons produits et la patience d'une cuisson juste. Ce restaurant, cet ail confit, ce vin de Bourgogne, cette salle où les célébrités et les anonymes mangeaient côte à côte dans une égalité que la rue n'accordait pas, tout cela formait pour Louis de Funès un contrepoint indispensable à la vie des plateaux et des studios. Un espace où il pouvait être quelqu'un qui mange, simplement, sans être l'acteur que tout le monde attendait de voir. Et peut-être est-ce là, entre les murs enfumés de l'ami Louis, que Louis de Funès était le plus proche de lui-même. Ni le personnage grimaçant des films, ni le père de famille consciencieux du dimanche, mais quelque chose entre les deux. Un homme qui savait ce qu'il l'aimait, et qui n'avait pas besoin d'en faire tout un spectacle pour l'apprécier pleinement. Avez-vous, vous aussi, un restaurant comme celui-là, un lieu qui vous appartient un peu, où le simple fait de pousser la porte vous rappelle qui vous étiez avant que la vie devienne si compliquée? Il est des adresses parisiennes dont on ne parle qu'entre initiés, des lieux qui n'existent officiellement que dans les mémoires de ceux qui les ont fréquentés, et dont la discrétion constitue précisément la valeur la plus précieuse. Dans les années 60 et 70, lorsque Louis de Funès était au sommet de sa gloire et que son visage était reproduit sur des millions d'affiches de cinéma, il existait dans certains cercles du tout Paris artistique et littéraire une pratique dont on parlait à voix très basse. Les dîners privés organisés par Michel Audiard, le grand dialoguiste dont la plume acérée avait contribué à forger une bonne partie des répliques les plus savoureuses du cinéma français de l'époque. Ces dîners n'étaient jamais annoncés, jamais photographiés, jamais mentionnés dans les colonnes mondaines des journaux. On y accédait par un mot, par une invitation glissée discrètement entre deux séquences de tournage, par la recommandation de quelqu'un en qui Audiard avait entièrement confiance. Ce que l'on mangeait lors de ces soirées était à l'image de celui qui les organisait. Généreux jusqu'à l'excès, raffiné sans ostentation, profondément français et pourtant toujours légèrement transgressif. Et parmi tous les plaisirs de table que ces dîners réservaient à leurs heureux participants, il en était deux qui revenaient régulièrement. Deux ingrédients que la simplicité de la cuisine populaire que Louis avait connue dans son enfance n'aurait jamais pu lui offrir. Le foie gras et la truffe noire du Périgord. Qu'est-ce que cela signifiait pour cet homme, ce fils d'un tailleur espagnol, élevé dans les quartiers modestes de la banlieue parisienne, de se retrouver à 40 ou 50 ans, assis devant une assiette de foie gras mi-cuit et de truffes fraîchement râpées, dans la lumière dorée d'un appartement parisien où la conversation était aussi précieuse que la nourriture. Qu'est-ce que la luxure gastronomique peut révéler d'un homme que la simplicité aurait dissimulé? Pour saisir l'importance que ces dîners chez Audiard revêtaient dans la vie de Louis de Funès, il faut comprendre d'abord qui était Michel Audiard et ce que représentait sa table dans l'écosystème culturel du Paris de ces années-là. Audiard était un homme de paradoxe. Enfant des milieux populaires parisiens comme Louis, autodidacte brillant et iconoclaste, il avait acquis au fil des années une position particulière dans le monde du cinéma français. Ni acteur, ni réalisateur, mais artisan du langage, dont l'influence s'étendait sur presque tout ce que la France regardait en salle depuis la fin des années 50. Il aimait la bonne chère avec cette passion sincère et un peu démonstrative des gens qui ont connu la privation et qui considèrent chaque beau repas comme une victoire personnelle sur les contraintes de l'existence. Il aimait aussi recevoir, et il recevait, avec ce mélange de générosité désordonnée et d'exigence absolue
qui le caractérisait dans tous les domaines. Le foie gras que l'on trouvait sur sa table n'était jamais industriel. Jamais ces blocs compressés que l'on trouve dans les supermarchés et que la grande distribution a contribué à banaliser au point de les vider presque entièrement de leur signification. C'était du foie gras de canard du sud-ouest, préparé en terrine mi-cuite selon les méthodes artisanales, avec cette texture qui se situe entre le fondant et le ferme, cette couleur qui tire sur le beige rosé légèrement ambré, ce goût qui commence par une douceur butyrée presque sucrée et finit sur une amertume très légère qui nettoie le palais et appelle le prochain morceau avec une insistance presque irrésistible. On le servait froid, sur de fines tranches de pain de campagne légèrement toastées, avec un peu de fleurs de sel de Guérande et, selon les saisons, quelques gouttes d'un vieux sauterne ou d'un Montbazillac au reflet ambré. La truffe noire, elle, arrivait sur certaines tables d'Audiard comme un événement à part entière. Quelque chose qui avait ce statut particulier que le caviar possède dans d'autres cultures. Un produit qui transforme tout ce qu'il touche, qui impose une qualité de présence et d'attention à celui qui le mange, qui ne se consomme pas distraitement ou en faisant autre chose. Les truffes fraîches de la saison, le tuber Melanosporum du Périgord, récolté entre décembre et mars, ces tubercules noirs et rugueux en surface, dont l'intérieur révèle un réseau de veines blanches sur fond brun très sombre, étaient râpés sur des œufs brouillés préparés dans le beurre, ou glissés sous la peau d'une volaille qui avait reposé 24 heures avec elle pour laisser leur parfum imprégner lentement toute la chair. Ce parfum de truffes fraîches est l'une des expériences olfactives les plus complexes et les plus inoubliables que la gastronomie française puisse offrir. À la fois terreux et floral, musqué et végétal, quelque chose qui évoque la forêt humide après la pluie et la noblesse d'une cave à vin centenaire tout à la fois. Louis de Funès, à en croire ceux qui l'ont observé à ses dîners, mangeait ses plats avec une forme de recueillement qui tranchait absolument avec l'image publique du comédien explosif. Il ne faisait pas de commentaires enthousiastes, il ne performait pas le plaisir pour le bénéfice de ses voisins de table, il mangeait, silencieux, avec une attention totale, comme si ses saveurs lui demandaient un niveau de concentration équivalent à celui qu'il déployait sur un plateau de tournage. Et puis, après quelques minutes, il relevait la tête, rencontrait le regard d'Audiard ou de l'un des autres convives, et quelque chose passait dans cet échange. Une reconnaissance mutuelle, le plaisir partagé de gens qui savent qu'ils se trouvent au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes autour d'eux. Ces moments-là, Louis de Funès les gardait précieusement, comme on garde des photographies que l'on ne sort pas souvent, mais dont on sait exactement où elles se trouvent dans le tiroir. Pour préparer un foie gras mi-cuit en terrine, dans la tradition qui aurait pu honorer la table d'Audiard, voici les étapes fondamentales que tout passionné peut suivre avec un peu de patience et de rigueur. Commencez par choisir un lobe de foie gras de canard cru de première qualité, d'environ 500 grammes, que vous préparez en le laissant reposer 1 heure à température ambiante avant de commencer. Dénervez-le délicatement, en écartant les 2 lobes et en retirant les vaisseaux sanguins visibles avec les doigts, sans abîmer la chair. Cette opération demande de la douceur et non de la force. Assaisonnez généreusement avec 8 g de sel fin, 2 g de poivre blanc fraîchement moulu, une demi-cuillerée à café de sucre et, selon votre goût, une cuillerée à soupe de sauterne ou d'armagnac. Tassez le foie assaisonné dans une terrine, couvrez hermétiquement et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 12 heures pour que l'assaisonnement pénètre. Cuisez ensuite au bain-marie à four très doux, 100 degrés pendant 45 minutes, jusqu'à ce que la température à cœur atteigne 50 degrés. Laissez refroidir, pressez légèrement avec un poids pour uniformiser la texture et conservez au froid pendant au moins 48 heures avant de déguster. Ce foie gras se sert avec humilité, du pain grillé, du sel, un verre moelleux. Rien d'autre n'est nécessaire ni souhaitable. Ce que ces dîners chez Audiard ont appris à Louis de Funès, c'est peut-être une chose paradoxale pour quelqu'un dont toute la sensibilité première avait été formée par la cuisine populaire de sa mère et de son père. La vraie luxure gastronomique
et la vraie simplicité culinaire partagent exactement le même secret fondateur, qui est le respect absolu du produit. La mère de Louis respectait son paleron et ses légumes de marché avec un soin qui était à la hauteur de son foie gras d'Audiard, toute proportion gardée. C'était la même éthique, la même conviction que la matière mérite qu'on lui consacre du temps et de l'attention. Et c'est peut-être cette continuité profonde entre l'enfance populaire et la maturité dorée qui permettait à Louis de Funès d'être entièrement lui-même, aussi bien devant un pot-au-feu que devant une truffe noire fraîchement râpée sur des œufs brouillés au beurre. Avez-vous jamais ressenti cela? Cette sensation que certains plats très simples et certains plats très raffinés vous parlent avec la même voix, vous touchent au même endroit du cœur et vous rappellent la même vérité fondamentale sur ce que vous êtes? Il existe, dans les archives du cinéma français des années 60 et 70, quelque chose que les archivistes n'ont jamais tout à fait réussi à classer correctement et que les historiens du 7e art évoquent parfois avec une gêne légère, comme on évoque un incident de famille que tout le monde connaît, mais que personne ne sait vraiment comment qualifier. Il s'agit d'une série de rapports médicaux, ou plutôt d'attestations de médecins, établis à la demande de certaines productions cinématographiques au cours de ces années. Documents dont l'existence est attestée par des témoignages concordants de plusieurs personnes ayant travaillé dans le milieu et qui concernaient l'état de santé de comédiens soumis à des cadences de tournage que beaucoup considèrent aujourd'hui comme intenables. Ces documents n'avaient pas pour objet de protéger les acteurs. Ils avaient pour objet de certifier, coûte que les acteurs étaient en état de travailler, de façon à ne pas interrompre des productions dont les budgets et les délais ne souffraient d'aucune exception. On murmure, parmi ceux qui connaissaient les coulisses de ces tournages, que Louis de Funès avait eu plusieurs fois connaissance de l'existence de ces rapports qui le concernaient, qu'on murmure, sans que cela ait jamais pu être confirmé, que certains bilans auraient pu être présentés aux producteurs sous un jour plus favorable que ne le justifiait la réalité médicale, et que Louis avait continué à tourner dans des conditions qui lui coûtaient physiquement beaucoup plus que le public ne l'imaginait. Mais ce qui intéresse notre récit aujourd'hui, c'est moins la question de ces rapports eux-mêmes que ce qu'ils révèlent en creux sur la façon dont Louis de Funès vivait son corps, sa santé et son rapport à la nourriture dans ces années de travail intense. Car lorsque le corps commence à envoyer des signaux que l'esprit préférerait ignorer, la nourriture change de statut. Elle n'est plus seulement un plaisir ou un souvenir, elle devient un enjeu, un terrain de négociation entre ce que l'on veut et ce que l'on peut. Ce que très peu de gens savent sur Louis de Funès, c'est que ses goûts culinaires ont évolué de façon significative à partir de la fin des années 60, non pas par caprice ou par lassitude des plats qu'il aimait, mais sous la pression de contraintes médicales qui l'ont amené à reconsidérer certaines de ses habitudes alimentaires avec un sérieux que ses proches ne lui avaient pas toujours vu porter à d'autres aspects de son existence. Louis avait un cœur qui, selon les personnes qui l'entouraient à cette époque, demandait des précautions que son rythme de vie ne favorisait guère. Les médecins qui le suivaient lui avaient recommandé une certaine modération dans les excès de table, non pas l'austérité complète, car c'était un homme trop vivant pour accepter cela, mais une discipline qui impliquait des ajustements. C'est dans ce contexte que l'on comprend mieux la signification particulière que prenaient pour Louis certains plats apparemment anodins qu'il consommait pendant les tournages. Notamment, celui qui est peut-être le plus surprenant dans la liste des nourritures associées à ce grand comédien, la paella. La paella que Louis de Funès avait découverte en Espagne lors d'un tournage, et notamment lors du tournage de La Folie des Grandeurs, en Espagne, en compagnie d'Yves Montand, avec qui il partageait un goût commun pour les escapades méridionales, représentait pour lui quelque chose d'assez unique dans son répertoire gastronomique personnel. C'était un plat dont il aimait les saveurs, mais dont il devait également surveiller certains composants, notamment les crustacés qui le tentaient et que son médecin regardait avec circonspection. Cette tension entre le désir et la sagesse, entre l'envie et la précaution, donnait à ces repas espagnols une couleur particulière, presque dramatique, qui ne manquait pas d'humour. Un humour que Louis aurait lui-même reconnu et apprécié. Le souvenir de ces repas avec Yves Montand en Espagne
et vivant dans les témoignages de quelques personnes qui les ont côtoyés lors de ces tournages. Montand, qui était né en Italie et avait grandi à Marseille, possédait une connaissance intime de la cuisine méditerranéenne que Louis n'avait pas à ce même degré d'intimité. Pour Louis, cette cuisine était une découverte, quelque chose d'exotique et de joyeux, portant les couleurs et les parfums du pays qui était en partie celui de ses ancêtres paternels. Il se retrouvait à déjeuner dans des restaurants modestes des villages côtiers ou des faubourgs des grandes villes de tournage. Ces établissements familiaux tenus par des gens qui cuisinaient la paella au feu de bois sur des fourneaux en plein air, dans des poêles dont le diamètre atteignait parfois 1 mètre, et dont la fumée et le parfum du safran et du paprika se répandaient dans la rue jusqu'à 100 mètres de distance. La paella valencienne traditionnelle, celle qu'il mangeait le plus souvent, car c'est celle qui domine dans la région de Valence, où une partie des tournages espagnols se déroulaient, est une création d'une sophistication trompeuse, qui semble simple, mais qui exige en réalité une maîtrise de nombreux paramètres simultanément. Le riz à grains ronds, spécifique à la cuisine valencienne, et dont la capacité d'absorption est différente des riz italiens ou asiatiques, est la base sur laquelle tout repose. La cuisson se fait en 2 temps. D'abord l'établissement d'un sofrito profond, cette base de tomates, d'ail, de paprika fumé et parfois de romarin, que l'on fait réduire longuement dans la poêle huilée jusqu'à une concentration presque confite qui constitue l'âme gustative du plat. Puis l'ajout du riz, que l'on nacre quelques minutes dans ce sofrito. C'est à ce moment-là, dit-on, que Louis s'impatientait le plus, cette odeur de paprika et d'ail devenant presque insupportable quand on a faim. Avant de verser le bouillon de poulet ou de légumes dans lequel on a infusé le safran, cette épice dont quelques filaments suffisent à transformer toute la couleur et le parfum de la préparation. Et enfin, la cuisson finale du riz, à découvert, à feu vif puis à feu doux, pendant environ 18 à 20 minutes exactement, jusqu'à l'obtention du socara, cette croûte de riz légèrement caramélisée au fond de la poêle, presque brûlée mais pas tout à fait, qui est le signe infaillible d'une paella bien réalisée et qui est considérée par les connaisseurs comme la partie la plus précieuse du plat. Pour préparer cette paella, dans les prix des déjeuners espagnols qui réunissaient Louis de Funès et Yves Montand dans la chaleur du soleil méditerranéen, voici les proportions pour 4 personnes. Faites chauffer 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive dans une grande poêle à paella ou une sauteuse large. Faites revenir 2 cuisses de poulet coupées en morceaux jusqu'à belle coloration dorée, réservée. Dans la même huile, préparez le sofrito. Faites fondre un oignon finement émincé avec 4 gousses d'ail hachées, 2 tomates râpées, 1 cuillerée à café de paprika fumé doux et une demi-cuillerée de romarin émietté pendant 15 à 20 minutes à feu moyen jusqu'à ce que le mélange soit très concentré et légèrement caramélisé. Remettez le poulet, ajoutez 300 g de riz Valencia ou calaspara, remuez 2 minutes pour nacrer les grains. Versez 900 ml de bouillon chaud dans lequel vous aurez dissous une bonne pincée de safran. Disposez les pièces de poulet harmonieusement, goûtez et salez. Cuisez à feu moyen vif pendant 10 minutes sans remuer, puis baissez le feu et poursuivez 5 à 8 minutes jusqu'à absorption complète du bouillon. Pour le socara final, montez le feu 30 secondes en fin de cuisson jusqu'à entendre le riz légèrement crépiter. Couvrez d'un torchon propre, laissez reposer 5 minutes. Servez directement dans la poêle, avec des quartiers de citron et du persil plat haché. Ce plat exige d'être partagé. Une paella pour une seule personne est une contradiction dans les termes. Ce qui est touchant dans ces repas espagnols, c'est qu'il représentait pour Louis une forme de légèreté que la vie parisienne et les tournages français ne lui accordaient pas toujours facilement. En Espagne, loin des studios et des journalistes, loin des obligations mondaines du star system français, il pouvait être simplement un homme assis au soleil avec un ami, devant une poêle fumante, attendant le socara avec la même impatience que n'importe quel client ordinaire. Cette simplicité recouvrée, cette vacance provisoire de l'obligation d'être Louis de Funès, avait un goût que même le meilleur foie gras d'Audiard ne pouvait pas reproduire exactement. Et peut-être est-ce là une leçon que la gastronomie nous donne parfois quand nous acceptons de l'écouter. Que le plaisir de manger a autant à voir avec le lieu, avec la lumière et avec la compagnie qu'avec ce qui est dans l'assiette. Avez-vous déjà mangé un plat ordinaire qui vous a semblé extraordinaire simplement parce que vous étiez au bon endroit
et avec la bonne personne, et compris à ce moment précis que le bonheur se construit à table autant que partout ailleurs, ce que l'on ne disait pas publiquement sur les tournages de Louis de Funès, et certains techniciens qui ont travaillé sur les plateaux des grandes productions des années 70 en gardent encore aujourd'hui un souvenir précis et légèrement troublant, comme on garde le souvenir d'une chose que l'on a vue et que l'on n'était peut-être pas censé voir. C'est ce que la loge de Louis avait une organisation qui n'avait rien d'ordinaire. Pas dans le sens ostentatoire que certaines stars adoptent pour manifester leur statut. Louis de Funès n'était pas ce type d'homme. Il n'avait pas besoin de ça pour savoir qui il était. Mais dans un sens tout différent, presque l'inverse. Une organisation qui était celle d'un homme qui avait décidé de préserver dans cet espace intermédiaire, entre deux prises et entre deux mondes, quelque chose d'essentiel à sa survie psychologique. Sa loge, dans les grands studios de Boulogne-Billancourt, ou lors des tournages extérieurs, était toujours organisée autour d'un centre de gravité qui n'était pas le miroir de maquillage, ni le canapé de repos. C'était la petite table où il prenait ses repas, ou plutôt ses encas, entre les sessions de travail. Et sur cette table, invariablement, revenaient les mêmes choses, avec une régularité qui disait beaucoup sur cet homme que l'on croyait connaître à travers ses films. Or, voici ce que certains membres permanents des équipes techniques avaient observé avec une discrétion bienveillante au fil des tournages successifs. Une observation qui éclaire d'une lumière différente la façon dont Louis de Funès gérait l'intensité de son propre travail. Il y avait dans cette loge des moments précis, des moments qui coïncidaient souvent avec les pauses les plus longues ou les préparations de scènes particulièrement complexes, où Louis disparaissait derrière la porte close et où l'on entendait parfois le bruissement d'un papier, le tintement léger d'un couteau sur une planche, quelques bruits minuscules de préparation alimentaire qui n'avaient rien à voir avec les services de restauration de l'équipe. La régie avait appris à ne pas frapper à la porte pendant ces moments, à attendre le signal que Louis donnerait lui-même pour indiquer qu'il était prêt à reprendre. Et lorsqu'il ressortait, il y avait quelque chose dans son allure, une certaine détente des traits, une façon légèrement différente de tenir les épaules, qui suggérait que ces minutes de solitude autour d'un encas discret avaient eu leur effet propre, distinct de la simple pause physique. Ce que Louis préparait pour lui-même dans ces moments de retraite culinaire était d'une simplicité déshabillée, absolue. Un sandwich au jambon cru et au fromage. Pas un sandwich élaboré, pas une composition gastronomique. Un sandwich dans le sens le plus direct et le plus honnête du terme. Pain de bonne qualité, une ou deux tranches généreuses de jambon cru de montagne, dont l'odeur seule évoquait les alpages et les séchoirs en altitude. Et un morceau de fromage, selon la disponibilité et la saison, souvent du comté de bel affinage ou du Cantal entre deux. Fromage de caractère, dont la personnalité gustative était assez affirmée pour résister à la précision exigeante du palais de Louis. Pas de beurre. Louis préférait les saveurs pures, sans intermédiaire, qui auraient atténué le caractère du jambon ou du fromage. Parfois, un cornichon de taille respectable glissait dans le pain, cette note d'acidité qui tranche sur le gras du jambon et la rondeur du fromage avec l'élégance d'une réplique bien placée. On dit que lors du tournage de La Folie des Grandeurs, en 1971, partagé pour l'essentiel entre la France et l'Espagne, et qui réunissait Louis avec Yves Montand, dans un duo dont la dynamique créait à la fois une électricité extraordinaire à l'écran et une certaine tension électrique dans les coulisses, ce rituel du sandwich en loge était devenu pour Louis une façon de se recentrer entre des scènes dont la complexité dramatique demandait une présence et une disponibilité totale. Montand, qui était lui-même un homme de grandes exigences professionnelles, avait appris à respecter ses retraites de son partenaire sans chercher à les interrompre ni à les commenter. Il s'était, sur ce tournage comme sur d'autres, trouvé un espace de coexistence qui honorait leurs différences autant que leurs talents communs. Et cette intelligence mutuelle transparaît dans chaque scène du film. La beauté du sandwich au jambon cru et fromage, dans ce contexte, n'est pas anecdotique. Elle est révélatrice d'une philosophie.
L'homme qui pouvait apprécier avec le même bonheur sincère une truffe noire fraîche chez Michel Audiard et un sandwich dans sa loge de tournage, était un homme qui n'avait pas perdu le sens des proportions, qui n'avait pas laissé la gloire déformer sa capacité à être touché par les plaisirs ordinaires. Cette cohérence, entre le grand et le petit, entre le raffiné et le simple, entre la table des festins et la petite table de la loge, est peut-être ce qui définit le mieux le rapport de Louis de Funès à la nourriture, et à travers lui, à la vie. Pour reproduire ce sandwich dans la tradition des loges de studio françaises, les instructions sont volontairement succinctes, parce que la simplicité exige d'être respectée dans sa propre langue. Choisissez un pain de qualité, une baguette tradition ou un pain de campagne légèrement grillé. Posez dessus 2 à 3 tranches de jambon cru de montagne ou de Bayonne, d'une finesse généreuse mais pas excessive. Ajoutez une tranche épaisse de comté de 12 à 24 mois d'affinage ou de Cantal entre deux. Glissez un grand cornichon coupé en deux dans le sens de la longueur. Refermez. Mangez debout, en silence, en pensant à ce que vous devez faire dans la prochaine heure. C'est tout. C'est suffisant. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce que révèle ce dernier plat, ce dernier rituel de la loge, c'est peut-être la vérité la plus profonde et la plus simple sur Louis de Funès et son rapport à la nourriture. Une vérité qui traverse toutes les étapes de ce récit, depuis le pot-au-feu maternel de Saint-Mandé jusqu'aux truffes d'Audiard, depuis le cassoulet de Bourville jusqu'à la paella espagnole. Cet homme n'a jamais mangé pour paraître, jamais mangé pour impressionner, jamais mangé pour appartenir à un monde ou pour en être exclu. Il mangeait parce que la nourriture était pour lui la langue la plus directe, la plus honnête, la plus intraduisible que les êtres humains parlent entre eux. La langue dans laquelle on dit « je t'aime, je me souviens, je suis encore là, je suis encore moi ». Et cette langue-là, Louis de Funès la parlait avec la même fluidité dans une loge de Boulogne-Billancourt autour d'une sandwich qu'autour d'une grande table parisienne où scintillaient les conversations brillantes et les vins de grande année. Quel est le plat qui vous parle dans cette langue-là, à vous qui regardez ces images aujourd'hui? Quel est celui qui vous dit quelque chose que les mots seuls n'arrivent jamais tout à fait à exprimer? On a retrouvé, dans les archives d'une production cinématographique française des années 70, un document que peu de gens ont eu l'occasion d'examiner de près. Un document dont l'existence même pose une question que nous allons explorer ensemble, avec toute la délicatesse qu'elle mérite. Il s'agit d'un contrat de service annexe, rédigé en termes juridiques secs et formels, qui précisait point par point ce que Louis de Funès était autorisé, ou plutôt non autorisé, à réclamer lors des tournages, notamment en ce qui concernait ses conditions d'accueil en loge et ses demandes particulières entre les prises. Ce document, dont certains membres des équipes de production connaissaient l'existence sans en avoir jamais discuté publiquement, comportait en son article 17 une clause qui aurait pu faire sourire si elle n'avait pas témoigné d'une réalité bien moins légère. Toute demande culinaire spécifique de la part du comédien principal devait être soumise 24 heures à l'avance à la direction de production, et aucun service de restauration personnalisé n'était garanti hors des créneaux officiels prévus pour l'ensemble de l'équipe. En d'autres termes, les producteurs avaient cherché à encadrer jusque dans ses moindres détails la vie quotidienne de leur acteur vedette, au nom d'une rationalisation des coûts qui dit, en creux, combien la machinerie industrielle du cinéma français de l'époque considérait les besoins humains de ses artistes comme des variables d'ajustement secondaires. Mais voilà ce que ce document ne disait pas. Voilà ce qu'il ne pouvait pas encadrer. Que Louis de Funès avait trouvé sa propre façon de contourner ces contraintes. De préserver dans les interstices du tournage cet espace intime de nourriture et de mémoire que personne, aucun contrat, aucune clause, aucun producteur, n'avait le pouvoir réel de lui retirer. Et cet espace, c'était sa loge, sa petite table, et les crêpes Suzette qu'il préparait pour ses enfants quand ceux-ci venaient lui rendre visite sur le plateau. Ce que ce contrat tentait de contrôler, la tendresse paternelle, l'avait depuis longtemps rendu impossible à contenir. Il faut s'arrêter un instant sur ce détail, ces crêpes Suzette préparées en loge.
parce qu'il est l'un de ceux qui, dans toute la vie culinaire de Louis de Funès, révèle avec le plus d'évidence la nature véritable de cet homme derrière le masque de la célébrité. Patrick et Olivier, ses fils, venaient parfois sur les plateaux lors des tournages parisiens. Ces visites dont les enfants de comédiens gardent des souvenirs souvent mêlés de merveillement et d'une légère désorientation. Ce sentiment étrange de voir son père dans un monde où il n'est plus tout à fait votre père, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand et de plus compliqué que ce que vous avez connu à la maison. Et Louis, conscient de cette désorientation possible, avait trouvé un moyen de la déjouer, de recréer dans cet espace professionnel une bulle de familiarité domestique qui ramenait les choses à leur dimension la plus simple et la plus vraie. Il préparait des crêpes Suzette. Cela peut sembler improbable, voire légèrement iconoclaste, de cuisiner des crêpes dans une loge de studio, sur un simple réchaud de camping que Louis avait pris l'habitude d'apporter dans son bagage. Mais c'est pourtant ce que plusieurs membres des équipes techniques qui ont travaillé avec lui se rappellent avec un sourire invariablement tendre. Il préparait sa pâte à crêpes à l'avance, dans une petite terrine qu'il transportait dans un sac isotherme, et quand ces garçons arrivaient sur le plateau en milieu d'après-midi, dans cette fenêtre entre deux séquences où les caméras se taisaient le temps d'un réajustement de lumière ou d'un changement de décor, il s'installait devant son réchaud avec une application presque solennelle et commençait la préparation du beurre Suzette, ce mélange de beurre fondu, de sucre, de zeste d'orange et de jus d'agrumes flambé à la liqueur d'orange. Le Grand Marnier étant la version que Louis privilégiait, selon ceux qui se souviennent de ces moments, qui donnait à ces crêpes leur nom illustre et leur caractère festif particulier. La magie de cet instant tenait précisément à ce contraste extraordinaire entre la sophistication relative du plat, les crêpes Suzette ont une histoire élégante, liée à des tables d'hôtel de palace et à des serveurs habiles en salle, et la modestie du cadre. Un homme en costume de personnage, maquillé pour le rôle qu'il allait reprendre dans quelques minutes, penché sur un petit réchaud dans l'espace exigu d'une loge de tournage, faisant sauter ses crêpes avec la précision d'un cuisinier professionnel et la fierté d'un père qui veut voir ses enfants sourire. C'était un de ces moments où toutes les contradictions d'un être se résolvent dans un geste simple, où le grand comique national et le père de famille ordinaire se fondaient en une seule silhouette, concentrée sur la cuisson du beurre et la l'angle de retournement de sa crêpe. Pour réaliser ces crêpes, Suzette qui faisait le bonheur des fils de Louis dans les loges des studios parisiens, voici la marche à suivre dans la tradition de ce plat classique de la cuisine française, des grandes occasions devenues ordinaires. Préparez d'abord la pâte à crêpes. Tamisez 150 g de farine dans un saladier, creusez un puits, ajoutez 2 œufs entiers, 200 ml de lait, 50 ml d'eau, une pincée de sel et une cuillerée à soupe de beurre fondu. Mélangez en partant du centre jusqu'à obtenir une pâte lisse et fluide, puis laissez reposer au minimum 30 minutes. Ce repos est essentiel pour que le gluten se détende et que les crêpes soient parfaitement souples. Cuisez vos crêpes dans une poêle légèrement beurrée, fines et régulières, et réservez-les pliées en 4. Pour le beurre Suzette, faites fondre à feu doux dans une grande sauteuse 60 g de beurre avec 60 g de sucre en poudre jusqu'à obtention d'un caramel blond légèrement beurré. Ajoutez le zeste finement râpé d'une orange et d'un demi-citron, puis versez le jus d'une orange fraîche et 2 cuillerées à soupe de Grand Marnier. Laissez réduire 1 minute à feu moyen, puis plongez vos crêpes pliées une à une dans ce beurre parfumé pour les en enrober généreusement. Pour le flambage, étape spectaculaire que Louis aimait apparemment réaliser avec un enthousiasme qui faisait reculer les spectateurs d'un pas prudent, versez un peu de Grand Marnier supplémentaire dans la sauteuse et inclinez légèrement la poêle pour que la flamme du réchaud l'embrase, ou approchez une allumette de l'alcool chaud. Les flammes bleues dansent 30 secondes, spectacle bref et splendide, puis s'éteignent d'elles-mêmes. Servez immédiatement, car les crêpes Suzette n'attendent pas et ne se réchauffent pas. Elles existent dans l'instant ou pas du tout.
Ce plat, ce rituel de la loge transformé en cuisine familiale improvisée, est peut-être celui qui éclaire le mieux la relation entre Louis de Funès et ses enfants. Une relation dont les contours publics étaient restés largement inédits, mais dont certains témoignages concordants de personnes qui ont côtoyé la famille de Funès pendant ces années parlent avec une chaleur authentique. Louis n'était pas un père démonstratif, au sens où les habitudes contemporaines l'entendent. Il ne parlait pas de ses sentiments, ne déclamait pas son amour en termes lyriques dans les interviews. Il le montrait autrement, à travers des gestes précis, des attentions concrètes, des plats préparés dans des endroits improbables, parce que c'était la façon qui lui venait naturellement de dire ce qu'il aurait eu du mal à formuler. Les crêpes Suzette dans la loge de tournage, c'était sa façon à lui de leur dire « Vous comptez plus que tout ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. Vous comptez plus que le film. Vous comptez plus que la caméra. Vous comptez plus que le personnage. » Et la flamme bleue du grand marnier qui s'élevait brièvement au-dessus de la sauteuse avant de s'éteindre était peut-être le feu d'artifice le plus sincère que ce maître du feu d'artifice comique ait jamais allumé dans sa vie. Quel est le plat que vous préparez ou que quelqu'un vous a préparé dans un endroit inattendu et dont le souvenir vous dit encore aujourd'hui, sans que les mots soient nécessaires, que vous étiez aimé? Il y a des gens qui ont partagé des années de leur vie avec Louis de Funès, des gens dont les noms ne figurent sur aucune affiche de cinéma et dans aucune biographie officielle. Des gens qui ont transporté ses bagages, ajusté ses costumes, retouché son maquillage entre les prises, préparé sa loge et veillé à ce que son café soit à la bonne température au bon moment. Des gens que le monde des plateaux appelle parfois les invisibles, ces artisans discrets sans lesquels aucun film ne pourrait exister, mais dont le travail disparaît derrière l'écran avec une efficacité totale. Certains d'entre eux, des décennies après ces tournages communs, ont accepté de raconter, toujours dans des cercles restreints, toujours avec cette retenue de ceux qui savent que leurs souvenirs ont une valeur et qu'il ne faut pas les dépenser à la légère, ce que c'était vraiment que de travailler aux côtés de Louis de Funès, non pas la star que les magazines décrivaient, non pas le personnage que les films immortalisaient, mais l'homme ordinaire et extraordinaire qui existait entre les prises, dans les silences du tournage, dans les moments où le masque était posé et où quelqu'un d'autre prenait la lumière. Une habilleuse qui a travaillé sur plusieurs productions avec Louis de Funès dans les années 70 se souvient d'une chose en particulier. Une chose qui lui a semblé au premier abord anecdotique et qui, avec le recul des années, lui apparaît comme un détail d'une révélation rare. Elle se souvient de la façon dont Louis mangeait seul, dans les rares occasions où il se retrouvait à déjeuner sans compagnie autour de sa petite table de loge. Elle dit, avec des mots qui ont la précision de la mémoire authentique, que c'était comme regarder quelqu'un lire un livre qu'il aime. Une concentration tranquille, une présence à soi-même absolue, un plaisir qui ne cherchait aucun public. Il goûtait lentement. Il fermait parfois les yeux quelques secondes, pas ostensiblement, pas théâtralement, mais avec le naturel de quelqu'un pour qui c'est un geste entièrement privé. Une façon de laisser la saveur se déposer quelque part au fond de lui avant de passer à la bouchée suivante. Elle dit qu'elle a compris en l'observant que pour Louis de Funès, manger n'était pas un acte social. C'était un acte solitaire et intérieur, une conversation entre lui et quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait à sa propre histoire. Un électricien qui avait travaillé sur de nombreux tournages de l'époque se souvient, lui, d'un moment précis qui date de la préparation d'une scène particulièrement longue. Une de ces journées où tout prenait du retard et où la fatigue commençait à peser sur l'ensemble de l'équipe avec cette lourdeur particulière des fins d'après-midi de studio. Louis avait demandé qu'on lui apporte un peu de pain et du fromage, du simple fromage de ménage, du type de ceux que l'on trouvait dans les épiceries du quartier, sans chercher à faire impression. Et lorsque la régisseuse avait posé le plateau devant lui, il avait regardé ce morceau de fromage ordinaire avec une expression que cet homme se rappelle encore avec précision. Une expression qu'il décrit comme de la gratitude sincère et sans ironie. Le regard de quelqu'un qui a appris depuis longtemps
à ne pas tenir les choses simples pour acquises, parce qu'il a connu des temps où les choses simples n'étaient pas garanties. Et il avait dit, à voix basse, pour personne en particulier, « Voilà, c'est bien. Rien d'autre. Voilà, c'est bien. » Ces témoignages minuscules, ces fragments de mémoire que les invisibles des plateaux portent avec eux depuis des décennies, dessinent ensemble un portrait de Louis de Funès qui complète et nuance celui que les films ont construit dans l'imaginaire collectif. Il dessine le portrait d'un homme dont la relation à la nourriture était profondément et irréductiblement celle de son enfance, celle d'un enfant qui avait appris que la nourriture est précieuse, parce qu'elle n'est pas toujours là, et que sa présence mérite chaque fois une attention renouvelée, chaque fois une reconnaissance sincère. Cette continuité entre l'enfant de Saint-Mandé et l'homme de 50 ans dans sa loge de studio, cette fidélité à une certaine façon d'être au monde que la gloire et la large n'avaient pas réussi à déformer, c'est peut-être le secret le plus profond que les saveurs de sa vie peuvent nous révéler. Il y a, dans le regard d'un homme devant un morceau de fromage ordinaire, qui le touche comme s'il était exceptionnel, plus de vérité sur qui il est que dans n'importe quelle interview, n'importe quel portrait officiel, n'importe quelle biographie. Et vous, est-ce que quelqu'un vous a déjà regardé vous nourrir avec cet œil attentif et tendre qui sait voir dans le geste ordinaire de manger quelque chose de particulièrement révélateur? Il y a une dernière image, une image que nous voulons vous laisser pour terminer ce voyage à travers les saveurs d'une vie. Une image que nous vous proposons de reconstituer ensemble à partir de ce que nous savons maintenant sur Louis de Funès, sur ses goûts, sur ses habitudes, sur la façon dont il habitait la nourriture et dont la nourriture l'habitait en retour. Imaginez une fin d'après-midi d'été, quelque part dans les années 70, dans cette propriété du château de Clermont en Loire-Atlantique que Louis et Jeanne avaient acquise et où ils aimaient se retirer loin des plateaux, loin de Paris, loin du bruit constant qui accompagnait la célébrité comme une ombre indissociable. Le jardin est grand et silencieux. La lumière de la fin du jour est de celle qui transforme les surfaces ordinaires en quelque chose d'un peu irréel, d'un peu précieux. Jeanne est dans la cuisine, et l'odeur qui descend par la fenêtre ouverte est reconnaissable entre toutes pour Louis. C'est l'odeur du pot-au-feu, cette odeur de bouillon de bœuf et de légumes fondants qui a bercé son enfance dans l'appartement de Saint-Mandé, qui a marqué les samedis de toute sa vie avec une régularité consolante, qui est pour lui la traduction olfactive la plus directe de ce que signifie le mot foyer. Il s'assied à la table du jardin, cette table en bois massif un peu rustique que l'on imagine sous un arbre ou sous une tonnelle, et il attend. Pas avec l'impatience de sa vie professionnelle, pas avec cette énergie électrique qui faisait trembler les plateaux. Il attend simplement, paisiblement, comme on attend quelque chose dont on est sûr qu'il va venir et dont on veut préserver le plaisir de l'attente elle-même. Et quand Jeanne apporte la soupière fumante, quand les premiers nuages de vapeur s'élèvent dans la lumière du soir, quand l'odeur du bouillon remplit enfin les hautours de la table, quelque chose se détend dans cet homme qui a passé 30 ans à tendre chaque fibre de son être vers la perfection de son art. Ce relâchement n'est pas de l'abandon, c'est de la confiance. La confiance de celui qui sait qu'il est arrivé là où il doit être, que le tour de table est complet, que rien de ce qui va suivre ne lui sera étranger. Dans cette image, Louis de Funès n'est plus le commissaire Juve, ni le directeur Duchemin, ni le général de la Frayère, ni aucun des personnages extraordinaires qui ont fait la fortune du cinéma français et qui continueront longtemps encore à faire rire ceux qui les découvrent pour la première fois. Il est simplement un homme assis devant son pot-au-feu, dans la lumière de la fin du jour, entouré des gens qu'il aime, avec sous les yeux la même soupière que celle que sa mère posait sur la table de Saint-Mandé il y a 40 ans. Le cercle est bouclé, la table est mise, et quelque part dans la vapeur qui monte du bouillon ambré, quelque chose de l'essentiel de cet homme précis, singulier, irremplaçable, est encore visible pour ceux qui savent regarder avec l'attention
que les choses simples méritent. Ce que Louis de Funès nous laisse, à travers ses recettes, ses saveurs, ses rituels de table qui ont rythmé toute sa vie depuis les quartiers modestes de son enfance jusqu'à la lumière douce de ses dernières années, c'est peut-être la leçon la plus précieuse et la moins spectaculaire qu'un homme puisse transmettre. Que la vie se mesure à la qualité des présences autour des tables que l'on a dressées. Que le vrai luxe n'est pas dans la sophistication de ce que l'on mange, mais dans la sincérité de l'attention que l'on porte à ce que l'on a. Que les recettes les plus importantes ne sont pas celles que l'on trouve dans les livres de cuisine, mais celles que l'on hérite de ceux qui nous ont précédés et que l'on transmet à ceux qui viennent après. Le pot-au-feu de sa mère a traversé les décennies non pas parce qu'il était exceptionnel par ses ingrédients ou sa technique, mais parce que quelqu'un y avait mis du temps, de la patience et de l'amour. Et que ces 3 ingrédients-là ne se périment jamais. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment 10 plats différents racontaient 10 facettes différentes du même homme. L'enfant du quartier populaire, attaché à ses racines, le mari attentif et discret qui cuisinait pour sa femme, le fils fidèle aux traditions paternelles, l'artiste exigeant qui savait s'arrêter et reprendre souffle, le comédien généreux dont l'amitié avec Bourvil s'est nourrie littéralement autour de tables partagées, le client fidèle du restaurant parisien où il pouvait être ordinaire sans que personne ne le lui reproche, l'homme cultivé qui découvrait avec émerveillement les raffinements de la table française dans ses formes les plus nobles, le voyageur étonné et ravi devant une paella espagnole au soleil, le père qui transformait une loge de tournage en cuisine familiale improvisée pour voir sourire ses fils, et enfin, l'homme simple dans sa solitude, devant un sandwich de jambon et de fromage, suffisamment riche intérieurement pour trouver dans cette simplicité tout ce dont il avait besoin. Ce que ces 10 plats nous disent ensemble, dans la voix collective des gens qui l'ont connu, observé, côtoyé et aimé, c'est que Louis de Funès était un homme entier. Un homme dont la vie intérieure n'avait rien de la fragmentation que la célébrité produit si souvent chez ceux qu'elle touche. Cet homme était le même devant le pot-au-feu maternel et devant la truffe d'Audiard, le même à la table de chez l'ami Louis et devant son réchaud de camping en loge, le même dans sa jeunesse difficile et dans sa maturité consacrée. Cette intégrité profonde, ce refus de se laisser déformer par la gloire, cette fidélité à une certaine façon d'être au monde que la nourriture exprimait avec une clarté que les mots n'auraient pas toujours su atteindre, est peut-être, en définitive, ce qui rend cet homme si profondément aimable, si durablement présent dans la mémoire collective de la France, si vivant encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui ont grandi avec ses films et qui reconnaissent dans son visage quelque chose de leur propre enfance, de leur propre France, de leur propre table de famille. Les recettes s'éteignent, les plateaux se vident, la soupière refroidit lentement sur la table du jardin. Mais quelque chose reste, quelque chose qui ne se raconte pas tout à fait et qui ne se mange pas non plus, mais qui ressemble à ce que l'on ressent lorsqu'on referme un livre dont on ne voulait pas voir la fin. Ce sentiment que la présence de l'auteur était si réelle, si généreuse, qu'elle a laissé dans l'air quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut presque tenir dans la main avant de le laisser aller. Louis de Funès, roi de la comédie française, fils de Saint-Mandé, mari de Jeanne, père de Patrick et d'Olivier, ami de Bourvil et de Montand, habitué de l'ami Louis et convive d'Audiard, homme au sandwich de loge et aux crêpes Suzette flambées, cet homme-là nous a quittés le 27 janvier 1983 dans sa propriété de Loire-Atlantique, entouré des siens, à l'heure où le jardin était silencieux et la lumière douce. Mais si vous posez ce soir sur votre table une grande soupière de pot-au-feu fumant, si vous prenez le temps de couper le pain, d'ouvrir le gros sel, de préparer la moutarde dans son petit pot en grès, et si vous attendez que la vapeur monte lentement dans la lumière de votre cuisine, vous comprendrez sans qu'il soit nécessaire d'expliquer quoi que ce soit que certaines personnes ne partent jamais tout à fait. Elles restent dans les gestes, dans les recettes, dans les odeurs. Dans cette façon particulière, quand un bouillon de promettre que tout va bien et que les gens qui comptent sont là, autour de la table, pour le moment. Mes amis, avant de nous quitter,
Une question qui nous tient vraiment à cœur et à laquelle nous voudrions connaître votre réponse, parce qu'elle nous appartient à tous et pas seulement à ceux qui l'ont vécu de près. Louis de Funès a traversé notre enfance, nos samedis soirs en famille devant la télévision, nos éclats de rire en salle obscure, nos souvenirs les plus chaleureux d'une France dont la douceur nous manque parfois dans le monde d'aujourd'hui. Cet homme qui faisait rire des millions de personnes, tout en portant dans le cœur le pot-au-feu de sa mère et les crêpes de ses fils, était-il simplement un acteur génial qui a eu la chance du succès, ou était-il quelque chose de plus rare? Un homme authentique, dans un monde qui demandait aux stars de jouer un rôle même dans leur vie privée. Pensez-vous qu'il a su trouver, entre les plateaux et la table de famille, cet équilibre que beaucoup cherchent et que si peu trouvent vraiment? Écrivez-nous en commentaire ce que Louis de Funès représente pour vous. Racontez-nous le plat de votre enfance qui vous ramène à ces années-là. Dites-nous si dans votre maison, dans votre ville, dans votre famille, il y a encore quelqu'un qui prépare ce pot-au-feu du samedi dont l'odeur descend dans les escaliers. Parce que ces souvenirs-là méritent d'être partagés, et nous avons envie de les lire tous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose de précieux, laissez-nous un pouce en l'air et rejoignez notre communauté en vous abonnant. Chaque semaine, nous revenons ensemble sur les saveurs et les secrets des grandes vies françaises, ces histoires que personne ne vous a racontées encore tout à fait comme ça. À très bientôt, à table.